et de quelques think tanks que nous avons eu l'opportunité, le plaisir et l'honneur d'écouter un de nos compatriotes, en l'occurrence le docteur Ibrahim Hadj, qui fait partie des 15 personnalités scientifiques de haut rang choisies par le secrétaire général des Nations Unies pour éclairer l'humanité entière sur la prise en charge des 17 ODD. C'est un honneur extrême pour la communauté scientifique nationale, régionale et même internationale, une fierté aussi de la société civile, une fierté des autorités politiques, j'en suis sûr, et une fierté aussi pour tous les acteurs ruraux. Rendons d'abord un hommage mérité à notre compatriote en guise de prolongement à ce que je vais dire. En réalité, le docteur Ibrahim Hadj, chercheur émérite IPAR, membre donc du groupe institué par le secrétaire général des Nations Unies, nous a présenté aujourd'hui les conclusions préliminaires ou les résultats préliminaires d'une étude qui fait le point sur la prise en charge des ODD. Dr Ibrahim Hadj, chercheur à l'IPAR. Donc le rapport mondial sur le développement durable, c'est un rapport qui est publié tous les 4 ans, qui a été mandaté par le secrétaire général des Nations Unies. Le précédent rapport a été publié en 2019 et nous avons été chargés de rédiger le rapport 2023 qui doit regarder ce qui s'est passé entre 2019 et 2023 du point de vue scientifique. Nous nous sommes basés sur les disons, résultats scientifiques durant cette période. Et ce qu'on a remarqué, tout à l'heure, monsieur le ministre en parlait déjà, c'est que déjà à partir de 2019, on s'est rendu compte que nous n'étions pas sur la bonne trajectoire pour atteindre les objectifs en 2030. Malheureusement, à partir de 2019, il y a eu des chocs multiples, dont le choc de la Covid, les conflits internationaux, régionaux, comme le conflit ukrainien ou bien même au niveau régional, les conflits au Sahel, plus évidemment la crise économique, etc. Donc toutes ces crises ont fait que pour certains ODD, on a même connu, disons, un recul. Et actuellement, les questions qui se posent, c'est comment faire pour pouvoir accélérer afin d'avoir des chances d'atteindre les ODD en 2030. Et si nous ne nous transformons pas, si nous ne transformons pas les ODD, nous n'avons aucune chance d'atteindre ces ODD, même en 2050. Alors, le rapport qui a été rédigé met l'accent sur les différentes étapes de cette transformation, partant des innovations et faisant en sorte que ces innovations puissent être mises à l'échelle, donc partant de l'émergence vers l'accélération jusqu'à la stabilisation, et prenant en compte aussi les systèmes qui sont non durables et comment faire en sorte que ces systèmes non durables puissent être dégressifs, en gardant à l'esprit que ceux qui gagnent dans ces systèmes non durables sont susceptibles de s'opposer. Comment faire en sorte qu'on puisse les compenser ou qu'on puisse mettre des systèmes qui leur permettent de ne pas s'opposer à ces changements. Donc il y a tout un travail qui a été fait dans ce cadre-là, en recommandant de partir toujours des points d'entrée qui ont été identifiés, les 6 points d'entrée présentés par le rapport 2019, notamment sur le bien-être et capital humain, les systèmes alimentaires durables, l'économie juste, la décarbonation et l'accès universel à l'énergie, etc. Donc, à partir de ces points d'entrée,
essayer de voir les connexions entre ces points d'entrée et mettre l'accent sur ces nœuds qui permettent d'avoir un impact. Donc voilà globalement le contenu de cela. Pour l'objectif 2, ce qui est ressorti, c'est qu'on a un recul dans cet objectif-là. Les crises multiples que nous avons connues font que les objectifs qui étaient disons attendus ne sont pas pour le moment atteints, et il y a même une recrudescence de la faim, de la malnutrition, etc. Maintenant, le problème, c'est qu'on ne doit pas juste réfléchir à l'objectif 2. Ce serait une erreur. Parce qu'en travaillant uniquement sur l'objectif 2, la conséquence, c'est que on va avoir un impact sur les autres ODD. Par exemple, si vous voulez mettre l'accent seulement sur l'objectif 2, vous allez dire, OK, augmentons les superficies de façon large, utilisons plus d'engrais, plus de pesticides, etc. Vous allez accroître la production, mais au détriment de l'environnement. Les terres peuvent se dégrader, ça peut conduire à une déforestation, etc. C'est cette réflexion qu'il faut tenir, ne pas juste faire un focus sur un objectif, mais avoir une intervention qui puisse prendre en compte les interrelations entre les objectifs. Pour ce qui concerne l'Afrique, il y a quelques mois, lorsque la guerre de l'Ukraine avait démarré, la CEDEAO avait conduit une étude qui montrait que l'impact, par exemple, de la suspension des importations de blé n'était pas aussi important pour certains pays africains qu'on le montrait. Ce sont surtout les pays comme l'Égypte qui étaient, disons, affectés par cela. Il y a d'autres pays qui gagnent plus dans les importations ukrainiennes, mais malheureusement on ne le voit pas. Des pays européens, des pays comme la Turquie gagnent plus dans ces importations, mais on a tendance à montrer que non, c'est l'Afrique qui va mourir dans ce cadre-là, alors que ce n'est pas vrai. Une bonne partie des pays africains ont leur consommation tournée vers des céréales qui ne sont pas des céréales importées. C'est le maïs ou bien sur des tubercules. Donc il faut ce narratif-là, il faut vraiment le réinterroger. C'est vrai que la crise ukrainienne a des impacts partout, y compris sur nous, parce que la crise ukrainienne impacte le commerce international, et en impactant le commerce international, il impacte le commerce africain. Ça, il n'y a pas de doute. Mais le fait qu'on fasse un focus sur les céréales ukrainiennes et qu'on dise que bon, les pays africains vont mourir, je pense que c'est quand même trop. Ce n'est pas la réalité.